Bonjour à toutes et à tous. Il y a bien longtemps, je vous avais annoncé une deuxième partie sur les courtisanes sous le Second Empire. Après bien des aléas, la voici enfin. Ces courtisanes, à la fois méprisées et enviées par les femmes dites honnêtes, réussirent à entrer dans l'intimité de ces dernières par le biais des soins, des artifices, de l'élégance et des coquetteries vestimentaires qu'elles maniaient avec art. La première partie se finissait sur le livre de beauté publié par l'une des plus célèbres horizontales, Lola Montez. Ces femmes, qui firent le bonheur des riches messieurs du Second Empire, occupaient leur journée en attendant la soirée dans laquelle elles allaient briller. Le comte de Mauny, dit Z, a laissé un témoignage de leurs activités. La journée de ces dames commençait fort tard. Les gens de loisirs et de plaisir vivaient beaucoup la nuit dans ce temps-là, et les grandes abandonnées, ne regagnant guère d'habitude leur alcôve qu'entre 4 et 5 heures du matin, aucune d'elles ne songeait à ouvrir les yeux et à sortir de son lit avant midi ou 1 heure. Mais à partir de cet instant, quelle existence bien remplie, quelle exubérance de sève, quelle fièvre de convoitise, quelle multiplicité, quelle variété d'occupations frivoles et de distractions absorbantes. C'est tout juste si l'après-midi était assez longue pour en venir à bout, et si elle parvenait dans ce tourbillon insensé, dans cette course folle et échevelée, ne laissant de place ni pour la réflexion, ni pour les sombres préoccupations, à en finir assez tôt pour endosser, avec le soin voulu, l'étincelante toilette du soir. Toilette de dîner chez une camarade ou au cabaret, en joyeuse compagnie, où elles arrivaient d'ordinaire en retard d'une bonne heure. Au saut du lit, c'était d'abord la manicure, les soins intimes avec tout leur arsenal, l'arrivée de la lingère ou de la marchande à la toilette et le papotage avec Issel, la visite du bijoutier, les poulets à expédier dans toutes les directions, les affaires sérieuses. Tout cela prenait jusque vers 4 heures ou 4 heures et demie. Alors, elle se faisait pimpante, ébouriffante, irrésistible, montait en voiture et après une courte apparition ou avant une longue promenade en bois selon la saison, s'en allait, qui chez la couturière, qui à un rendez-vous clandestin et inavoué, destiné à boucher un trou à la lune ou à payer une grosse note restée en souffrance, qui, avenue de la Motte-Piquet, chez messieurs les officiers de la garde impériale, non sans avoir fait une pointe au boulevard des Italiens pour entrer en passant à la librairie nouvelle et y causer avec Achille des romans nouveaux. Il était rare que dans ce club en miniature, où se réunissait journellement une petite phalange d'hommes de lettres, d'auteurs dramatiques et de gens d'esprit, on ne rencontrât pas entre 5 et 7, 4 ou 5 de ces incomparables croqueuses de pommes qui ne dédaignaient à leur moment perdu ni la littérature, ni les littérateurs. Gustave Claudin, dans son ouvrage « Paris », est bien moins tendre avec ces dames. Elles connaissent tous les artifices de l'ange Azaliel qui enseigna, comme on sait, aux filles de la terre l'art de se farder. Elles ont dans un boudoir spécialement destiné à cette importante opération les essences, les parfums, les couleurs, les poudres et les pinceaux avec lesquels elles peuvent à volonté, et selon les exigences de la situation, produire les chairs argentées, givrées, neigeuses, laiteuses, boréales et nacara, toute perfection qu'on ne rencontre qu'à Paris. Elle possède aussi le précieux don d'iriser les cils, d'illuminer les yeux, de pailleter les cheveux, de moirer le front et de chiner les joues, espiègleries originales, dépravations de décadence, à l'aide desquelles se sont opérées tant de fois des fascinations lucratives. Elles font leur figure pour la ville, absolument comme les comédiennes pour la rampe. Edmond de Goncourt a laissé le 11 janvier 1881, dans son journal, une petite anecdote sur les fossiles. La Céline Montalent joue très bien son rôle de grue, mais un incident. Elle a perdu les fossiles que seule sa mère s'est posée. Enfin, on attrape la mère dans un coin, derrière un paravent de femmes, on refait le regard velouté d'Ida de Barancy. Cette Céline Montalent fut déniaisée par Napoléon III. Elle eut plusieurs clients comme le duc de Morny, Desminoff et tant d'autres de la haute société, avec l'encouragement des parents. En effet, c'était sa mère qui fixait les prix. Une autre méthode pour rester jeune était l'émaillage. C'est Charles Virmètre qui en parle dans « Ces dames du grand monde par une femme qui n'en est pas », écrit en 1868. À propos du programme, n'allons pas oublier la visite à l'émailleuse. L'émailleuse, une importation d'outre-Manche.
À ce sujet, constatons que le maquillage est distancé. Aujourd'hui, on a trouvé moyen de passer les femmes à l'émail, comme des soupières, et de leur refaire une jeunesse. 1 ou 2 billets de banque sont le prix de cette préparation délicate. Délicate en effet, car la dame, une fois émaillée, doit veiller au rictus de son visage et ne pas sourire d'une façon trop prononcée, sous peine de faire éclater des fissures à ses joues et de produire des dégradations dans ses charmes factices. À ces conditions, les chairs les plus ravagées empruntent les apparences de la porcelaine la mieux réussie, et les femmes les plus marquées peuvent encore faire battre des cœurs de jeunes hommes. Peu à peu, les courtisanes et leurs secrets de beauté, passant par les demi-mondaines, influencèrent les grandes dames. Sous le Second Empire, on ne pouvait parfois pas faire la différence, comme le souligne Maxime Rude, un journaliste qui a laissé de nombreux témoignages sur cette période et sur le journalisme. Maxime Rude, donc, dans son roman, Le roman d'une dame d'honneur, publié en 1879, écrit « Il y avait dans ce milieu un parfum singulier que la marquise ne s'expliquait pas, celui de grandes dames, vraies ou fausses, usant le même rouge, la même poudre, les mêmes amants que les filles des avant-scènes de théâtre et de la rive gauche du lac. Dès que l'impératrice, qui, dans son cercle, réprimait avec affectation les mots un peu vifs et les anecdotes croustillantes, s'était éloignée, ou dès qu'on sortait de ses appartements, il y avait des reprises impatientes de conversation, des chuchotements à l'oreille et des rires étouffés, comme dans un coin de boudoir galant ou sur un palier de maison interlope. Ces demi-mondaines qui firent le lien entre les courtisanes et les femmes du monde, qui étaient-elles ? À la différence des courtisanes, elles venaient d'un milieu privilégié. Elles pouvaient être femmes du monde libérées, ou bien femmes du monde ayant eu des déconvenues, ou alors femmes du monde rêvant d'aventure. Elles étaient souvent comparées à un demi-castor. Pourquoi demi-castor ? Ce terme désignait un chapeau d'homme où la fourrure de castor était mélangée à de la fourrure moins chère. Le terme de demi-monde fut lancé par Alexandre Dumas fils en 1855 par sa pièce « Le demi-monde ». Frédéric Lollier, dans La Fête impériale, écrit « Dumas fils, géographe d'une terre nouvelle, apparut subitement à l'horizon parisien. Lorsque, créant le vocable « demi-monde », il avait voulu désigner la catégorie intermédiaire des déclassés, séparés des femmes honnêtes par le scandale public, et de la cohue des courtisanes par le désintéressement dans la faute. » Arsène Houssaye aussi a écrit à propos de ces femmes déclassées, et il écrit dans ses confessions: le demi-monde n'était pas créé parce qu'alors les femmes tombées de l'aristocratie tenaient toujours les filles à distance. Peu à peu, pour s'amuser, ou parce qu'un amant était le trait d'union, on vit le miracle de la confusion. Cette confusion des coquines et des femmes bien nées, des marquises et des comédiennes fut une révolution dans les mœurs beaucoup plus grave qu'on ne l'imaginait. La création du demi-monde fut la fin d'un monde. Femmes tombées, femmes déclassées, les termes sont durs. Il faudrait peut-être rappeler que pour une femme, l'horizon était plutôt fermé dans cette société du XIXe siècle. Une femme se devait d'être belle, de se marier, d'être une épouse vertueuse, une maîtresse de maison irréprochable et une mère aimante. En fait, quand une femme du monde voulait se libérer, elle se mariait sans amour, elle prenait un amant, s'arrangeait pour être prise en flagrant délit, ce qui aboutissait à une séparation, voire un divorce. Mais c'était un exercice dangereux, car le mari avait le droit de la tuer, sans avoir ensuite de problème judiciaire. Il pouvait aussi d'ailleurs, dans la foulée, tuer l'amant. Si le drame n'avait pas lieu, elle se retrouvait libre. Libre entre guillemets, puisque la garde de ses enfants ne lui était pas confiée et que même on lui interdisait parfois de les voir. Une femme du monde pouvait soit avoir fauté, comme l'on disait à l'époque, soit avoir subi un viol, ce qui revenait au même. Donc le mariage rêvé par la famille et la société ne pouvait plus avoir lieu. Puis il y avait la femme du monde qui rêvait d'aventure. Alors avec l'argent hérité, elle voyageait et menait ainsi la vie qui leur plaisait. Mais cette catégorie était beaucoup plus rare. Il faut reconnaître que le statut de veuve était le plus agréable. Se marier avec un vieillard, attendre sa mort, toucher l'héritage et ensuite être libre.
Philaret Chasles, dans Encore sur les contemporains, écrit en 1869, s'insurgeait contre la condition féminine, contre la société masculine qui fabriquait les courtisanes, les demi-mondaines, les prostituées. Tous ces hommes sont de très honnêtes gens, mais ils nuisent à la société, ils détruisent la famille. Je vous répète que vous la détruisez, la famille. Déclamez contre les courtisanes tant que vous voudrez, c'est vous qui fabriquez leurs vices. Elles font avec préméditation et volontairement ce que la société, très involontairement, leur ordonne. Au lieu de subir la vénalité et d'être vendues, elles se vendent elles-mêmes. C'est très mal, sans doute, et très honteux, mais vous, messieurs, vous qui les blâmez, vous qui leur riez au nez, êtes-vous vendus ou à vendre? Le commerce des femmes est abominable, transformant l'être moral en un corps qui s'achète et dont on trafique. Ceux qui émancipent la femme, comme ceux qui émancipent les peuples, ont raison, pourvu que la femme et le peuple soient de force à être libres, que la femme se délivre des servitudes de l'âme, du corps, de l'esprit, que ces peuples vivent physiquement, moralement, intellectuellement dans la liberté, rien de mieux. Le fort écrasera-t-il le faible? Telle est la question. Pourquoi si peu de métiers pour la femme? Pourquoi des mariages si tardifs, si peu satisfaisants et tout à fait voués à l'argent? Dès qu'une individualité humaine est sacrifiée, elle punit l'humanité entière. C'est la société qui souffre de la diminution de l'individu. La femme, devenue vénale, perdant l'amour, s'empare de la haine et s'en sert. Elle redevient un bandit féminin qui, en haine de la société, se venge. Instruisez donc, élevez, ennoblissez, faites des familles, faites des ouvriers honnêtes, le bandit et la courtisane deviendront rares ou disparaîtront. Ce texte fut écrit pendant l'essor du capitalisme, et derrière ces mots, c'est bien ce système que critique Chasles. Parmi ces demi-mondaines, je voudrais en citer 3. Tout d'abord, Madame Sabatier, surnommée la présidente, par Théophile Gautier. Égérie de nombreux artistes, peintres, sculpteurs, poètes, elle fut pendant 6 ans la muse de Baudelaire, qui lui consacra dans Les Fleurs du Mal plusieurs de ses poèmes. Fille naturelle du vicomte d'Abangour et d'une blanchisseuse nommée Marguerite, Apollonie, née en 1822, rencontre à la fin des années 1830 l'homme d'affaires Alfred Mosselmann qui l'installe et avec qui elle entretint une longue liaison jusqu'en 1861. Elle devint une salonnière reconnue par tous les artistes de l'époque. En 1861, Mosselmann mit fin à leur relation. Elle refusa alors l'indemnité qu'il lui offrait et je laisse la parole à Judith Gautier, la fille de Théophile, née en 1845, qui se souvient dans ses mémoires, le 2e rang du collier, de Madame Sabatier. Parmi celles-ci, l'une des plus fidèles était Madame Sabatier, l'amphitrionne fameuse, qui avait su réunir pendant si longtemps à sa table tous les artistes de son époque, celle que l'on appelait la présidente, titre que mon père lui avait donné. Je l'avais toujours connue, et j'avais pour elle beaucoup d'amitié. Quand j'étais toute petite fille, elle avait voulu faire mon portrait, car elle peignait de gentilles miniatures avec un art très délicat que lui avait enseigné Meissonnier lui-même. Il me fallait donc aller poser, et pour cela je passais des après-midi entiers chez elle. Elle habitait rue Frochot, un appartement au 1er ou au 2nd, je ne sais plus trop. L'escalier n'était pas grand, et il n'y avait qu'une porte par étage. Ni à droite ni à gauche, mais au milieu du palier. La porte avait 2 battants couleur de palissandre. L'antichambre, qui n'était qu'une sorte de couloir, apparaissait gaie et riante. Un vitrage donnant sur des jardins l'éclairait vivement à travers des stores légers, sur lesquels étaient peintes de branches fleuries. Dans une volière pleine de perruches, de bouvreuils et de bengalis, criant et chantant à qui mieux mieux, les ailes frissonnaient devant la lumière, et les aboiements mièvres de 2 petits griffons accourus en toute hâte ajoutaient au joyeux vacarme qui vous accueillait dès le seuil. La présidente arrivait du fond de l'appartement et s'annonçait par une roulade qui s'achevait en un rire perlé. 3 grâces rayonnaient d'elle au premier aspect, beauté, bonté et joie. Elle s'appelait Aglaé et aussi Apollonie, et c'est à elle qu'est adressé le poème d'Émo et Camée « J'aime ton nom d'Apollonie », écho grec du sacré Vallon, qui dans sa robuste harmonie te baptise, sœur d'Apollon. Elle était assez grande et de belles proportions, avec des attaches très fines et des mains charmantes. Ses cheveux, très soyeux, d'un châtain doré, s'arrangeaient comme d'eux-mêmes en riches ondes semées de reflets. Elle avait le teint clair et uni, les traits réguliers,
avec quelque chose de mutin et de spirituel, la bouche petite et rieuse. Son air triomphant mettait autour d'elle comme de la lumière et du bonheur. Sa toilette était pleine de fantaisie et de goût. Elle ne se conformait guère à la mode, en créait une toute spéciale. De grands artistes, convives du dimanche, donnaient des conseils à leurs amis et lui dessinaient des modèles. Ses costumes, presque toujours, étaient d'un bel effet. Quelquefois pourtant il y avait des tentatives malheureuses, mais il y avait longtemps de tout cela. Un brusque changement de fortune avait bouleversé la vie de la présidente. Les échos s'étaient tus des fameuses agapes. La vente avait éparpillé les tableaux précieux et les bibelots rares. Les amis s'étaient dispersés. Elle supporta ce malheur avec une crânerie charmante. Dans la défaite, elle avait tout de même l'air triomphant. Des épaves de son luxe passé, elle s'arrangea un petit rez-de-chaussée qui était encore un nid coquet. Elle faisait sa cuisine elle-même en chantant, des turquoises à ses jolies mains, le petit doigt relevé. Elle me faisait l'effet de peau d'âne pétrissant le gâteau vêtu de sa robe couleur du temps. Et j'admirais beaucoup ce courage et cette force d'âme. Elle était bien toujours la très belle, la très bonne, la très chère, celle à qui l'auteur des Fleurs du Mal avait voué un si secret et immatériel amour, celle qui revit dans ses vers immortels et se survivra par cette gloire d'avoir été quelque temps l'idéal d'un grand poète. Madame Sabatier mourut en 1890 et Judith Gautier en 1917. La deuxième demi-mondaine que je voudrais évoquer est Madame Rimsky-Korsakov. On connaît peu de choses de Madame Rimsky-Korsakov. Pour certains, c'était une comtesse. Elle était comtesse par son mariage en 1850, à l'âge de 16 ans, puisqu'elle était née en 1833. Fille d'un riche marchand, son mariage est dû à sa beauté et à sa dot. Ce fut un beau couple, riche, jeune, brillant, dont naquirent 3 garçons. Mais en 1853, se déclenche la guerre de Crimée, son mari part et à son retour, ce n'est plus le même homme. Elle prend donc un amant, puis divorce en 1861 pour partir en France avec son amant. Elle s'installa à Passy, puis fit son entrée aux Tuileries. Elle finit sa vie à Nice, car il y avait là-bas une importante communauté russe. La deuxième version, c'est encore une fois Judith Gautier qui, dans ses souvenirs, en parle. Une grande dame russe, nouvellement installée à Paris, la princesse, manifesta le plus vif désir de faire la connaissance de Théophile Gautier. L'espoir de le rencontrer, par hasard, ne se réalisant pas, elle se décida à écrire au poète son admiration pour lui et la joie qu'elle aurait de le voir. La petite lettre parfumée, timbrée d'un chiffre d'or, fut apportée par Charles Herriart, qui connaissait la princesse et était en relation avec mon père. L'aimable messager donna quelques détails biographiques sur la noble dame, dont Paris, disait-il, allait s'engouer. Orpheline, presque en naissant, elle avait hérité à l'âge de 6 mois de 800 000 livres de rente. Sous l'œil indulgent d'une grand-mère, elle avait grandi, pareille à une plante rare, entourée de soins et cependant libre, comme si l'on eût combiné pour elle la serre et la forêt vierge. Jeune fille, elle ne fit rien qu'à sa tête et soumit tout à ses caprices. D'assez bonne heure, elle s'était mariée, elle avait 2 fils. Maintenant, veuve, belle, jeune, indépendante et frondeuse, elle courait le monde sans entrave et sans souci, un peu folle peut-être, mais d'une folie russe et délicieuse. La princesse priait Théophile Gautier de vouloir bien venir dîner le lendemain chez elle, dans l'intimité. Assez curieux de voir cette étrange et séduisante personne, mon père accepta l'invitation. Le lendemain, durant une absence de ma mère, il nous en dit un peu plus. La princesse l'avait à la fois charmée et presque scandalisée. Elle est grande, un peu trop grande même pour une femme, cela lui donne beaucoup de majesté, malgré le galbe assez enfantin de la tête. Son corps a des souplesses et des grâces de chatte, ou des mouvements brusques et saccadés de jeune cabri. Après dîner, elle a chanté Il Baccio en mon honneur, car elle ne regardait que moi, et en accentuant les paroles passionnées de la valse par des tortillements, des pâmoisons, des œillades, tellement provocantes que j'en étais tout interloqué. Si nous avions été seuls, ses manières m'eussent paru assez claires, mais elle l'était moins en la présence de vagues comparses, graves comme des augures, et qui semblaient les trouver toutes naturelles. Je m'en suis tiré par quelques madrigaux assez vifs, et la dame a l'air enchantée de moi. 800 000 livres de rente, dès l'âge de 6 mois. Cela vous donne dans la vie un imperturbable aplomb et un beau dédain du qu'en dira-t-on. Après tout, la belle Russe est peut-être tout simplement une sorte de célimène instinctive et innocente, qui a la fantaisie d'atteler un poète à son char. Paris commençait à s'occuper d'elle. Dans toutes les fêtes officielles, elle faisait sensation par son allure, sa beauté et ses toilettes très magnifiques.
Un soir, vers 10 heures, un équipage s'arrêta devant notre porte. La voiture était vide et le valet de pied remit un billet très pressant. La princesse suppliait Théophile Gautier de venir chez elle, tout de suite. Il partit assez effrayé, mais il trouva la belle Russe debout devant sa Psyché, essayant le costume de Salammbô qu'elle devait porter à un bal travesti chez la comtesse Walewska. Il s'agissait de savoir si le costume seyait, si rien ne manquait, si les détails étaient exacts. Avec l'approbation de son grand ami, elle serait tranquille. Les deux fils de la princesse, deux gamins de 10 ou 12 ans, soulevaient le plus haut qu'ils pouvaient chacun un candélabre pour bien éclairer leur superbe maman, dont ils paraissaient très fiers. Le costume eut beaucoup de succès le soir de la fête. Il causa même un peu de scandale. L'amour des lettres et la fréquentation des poètes avaient fait naître dans son esprit une haute ambition qu'elle avoua bientôt. Elle voulait écrire un livre. Chez une personne d'un caractère aussi résolu, du désir à l'accomplissement, l'espace fut court. Le livre avança vite, mais pour le mener à bien, les conseils et l'assistance de Théophile Gautier furent plus que jamais indispensables. Il refit anonymement la courte préface, et comme l'héroïne de cette sorte d'autobiographie éprouvait une gêne à peindre elle-même son portrait, elle le pria de vouloir bien le tracer à sa place, mais en exprimant très sincèrement tout ce qu'il pensait d'elle. Le livre, intitulé Une saison à Paris, fut édité par Dantu, mais au dernier moment, la princesse ne voulut pas se décider à le mettre en vente et prit toute l'édition qu'elle distribua comme elle le voulut. Puis cette étoile vagabonde s'envola de Paris, alla rayonner en d'autres cieux. Mais elle revint, toujours fantasque, toujours fidèle à ses amis. Paris de nouveau s'occupa d'elle, de son luxe, de ses bizarreries. Bientôt elle disparut encore, et je ne sais plus rien d'elle. Comme je vous le disais tout à l'heure, elle est donc partie vivre à Nice, car il y avait une grande communauté russe là-bas, et elle mourut en 1878, là-bas, à 45 ans. Elle est enterrée dans le cimetière russe de Nice. Il est intéressant de lire ce que Frédéric Lollier écrit sur Madame Rimsky-Korsakov. Madame Rimsky-Korsakov, alliée à une vieille famille de Russie, jouissait d'un renom d'originalité très indépendant des usages imposés et des contraintes de l'étiquette. Elle n'était pas seulement célèbre par l'abondance et l'éclat pur de ses émeraudes, mais aussi par la façon qu'elle avait de se dévêtir en s'habillant. Dans les bals travestis où son nom figurait sur les listes d'invitation, on s'attendait toujours, de sa part, à quelque hardiesse d'imagination plus tranchée que les précédentes. La comtesse de Castiglione avait produit une sensation énorme en dame de cœur. Madame Korsakov voulut renforcer sur les audaces de la Florentine. C'est alors qu'elle apparut aux Tuileries, elle, et non pas la comtesse de Castiglione comme on l'a trop répété. Sous ce costume légendaire de Salammbô, qui n'en était pas un, et dont l'étoffe transparente ouverte sur les côtés dévoilait si généreusement ses appas que l'impératrice scandalisée la fit reconduire hors des salons. Chez Madame Korsakov, les traits du visage laissaient à désirer comme finesse. Ils accusaient trop spécialement, un peu comme chez Madame de Païva, le type kalmouk pour qu'on les déclarât sans défaut. En revanche, le corps était d'une ligne superbe, et elle tenait à reprendre par là ce que lui marchandait pour la figure l'admiration des yeux. Je veux dire qu'elle était aussi libérale des avantages de sa personne dans les tableaux vivants, dans les bals ou autres circonstances favorables que le permettaient les us de nos pays occidentaux. À Biarritz, en 1865, elle avait adopté pour le bain un maillot clair d'un tissu si mince et qui épousait d'une manière si fidèle les contours et les détails de son corps qu'en revenant à sa cabine sous le feu des regards et des lorgnettes, elle ne semblait pas sortir de la mer, mais d'une baignoire. L'impératrice, encore, qui décidément n'était pas indulgente au plaisir de ses hôtes, lui fit dire qu'elle eut à revêtir désormais un costume moins trahisseur. Je terminerai par la Castiglione, née dans la noblesse piémontaise en 1837. Elle reçut une éducation soignée, parlait plusieurs langues, et en 1854, à l'âge de 16 ans, elle épousa le comte de Castiglione, dont elle eut un fils. Son mari était volage, donc elle prit un amant. Et puis ensuite, elle eut comme amant le roi de Sardaigne et d'autres de la haute noblesse. Son cousin Cavour, l'un des principaux acteurs de l'unité italienne et alors Premier ministre italien, lui demanda de séduire Napoléon III pour mieux arriver à ses fins. Elle partit donc à Paris avec mari et enfants. Elle devint la maîtresse de Napoléon III, mais cet adultère ruina son mari. Il y eut donc alors séparation. La relation avec Napoléon III dura 2 ans, mais elle le lassa vite par son narcissisme, ses caprices, ses indiscrétions. Mais très intelligente, elle devint la coqueluche de l'Europe. Toutes les cours se l'arrachaient.
On disait alors qu'elle était la plus belle femme de l'Europe, et elle-même se considérait ainsi. Elle avait un corps parfait, une chevelure enchanteresse, et elle s'aimait presque amoureusement. C'est pour cette raison qu'elle se fit photographier, et abondamment, sous différents déguisements, dans des robes somptueuses. Mais lorsqu'elle vieillit, elle choisit des mises en scène afin que ce qu'elle estimait être sa décrépitude ne se voit pas. Elle est une des premières femmes à avoir mis sa beauté en avant. Elle est en quelque sorte l'ancêtre des influenceuses et des instagrammeuses qui se photographient à longueur de journée. Viel Castel, celui que l'on surnommait Fiel Castel en raison de sa langue de vipère, écrit dans ses mémoires à propos de la Castiglione. Mercredi 23 juillet 1856. À la dernière fête de Villeneuve-l'Étang, la comtesse de Castiglione s'est longtemps égarée dans une île placée au milieu du petit lac avec l'empereur. Elle en est revenue, dit-on, un peu chiffonnée, et l'impératrice a laissé voir quelques dépits. J'ai interrogé des Piémontais sur la fortune du couple Castiglione. Il ne lui reste que 18 000 francs de rente, et son train accuse une dépense de 60 à 80 000 francs. La comtesse Castiglione a été la maîtresse du roi de Piémont, et je crois être certain que Nieuwerkerk a couché avec elle. Février 1857. La comtesse de Castiglione, que chacun dit être du dernier bien avec l'empereur, avait adopté le costume le plus fantaisiste et le plus hardi qui puisse être imaginé. Ce costume, moitié Louis XV, moitié actuel, portait pour titre « Dame des cœurs ». Les jupes retroussées sur le jupon de dessous ainsi que le corsage se trouvaient enlacées de chaînes formant des gros cœurs. La merveilleuse chevelure de la comtesse ruisselait autour de ses tempes, de son front et retombait en cascade sur son cou. Le costume éblouissant d'or était magnifique, et quelques bons béotiens admiraient le talent de la comtesse pour subvenir avec 15 000 francs de rente à une vie de luxe et de plaisir. Les sages murmuraient « Il n'y a d'empereur que l'empereur, et la Castiglione est son prophète ». Plus d'une femme laissait éclater sa jalousie. Les hommes impartiaux ne pensaient qu'une chose qu'ils ne disaient pas. « Je voudrais être à la place de l'empereur ». Quant à la comtesse, elle portait avec insolence le poids de sa beauté, elle en étalait les preuves avec ostentation. Nous ne saurions dire qu'elle fut décolletée, mais nous pouvons affirmer la nudité de sa gorge qu'entourait à peine une gaze zéphyr. L'œil en suivait le contour et les moindres détails. Enfin, la partie que la gaze elle-même laissait complètement à découvert s'étendait jusqu'au bout des seins. La fière comtesse n'a pas de corset. Elle poserait volontiers devant quelque Phidias s'il s'en trouvait un par les temps qui courent, et elle poserait parée de sa seule beauté. Sa gorge est vraiment admirable. Elle se dresse fièrement comme la gorge des jeunes mauresques. Les attaches n'ont pas un pli. En un mot, les deux seins semblent jeter un défi à toutes les femmes. La Castiglione est une courtisane comme les Aspasie. Elle est fière de sa beauté et ne la voile qu'autant qu'il le faut pour être reçue dans un salon. Un homme lui a dit hier soir en fixant sa gorge « Je les connais maintenant, les deux superbes rebelles à tout frein. Prenez garde, comtesse. Tout à l'heure, les vêtements des hommes vont devenir trop étroits. Cela est plus que leste. » Cependant, le propos n'a pas déplu à la comtesse. La Castiglione était l'événement du bal. L'empereur ne connaît pas ceux qui partagent son bonheur. J'en sais qui font 1000 finesses pour éloigner tout soupçon et 1000 maladresses qui disent aux clairvoyants « Je couche avec la Castiglione ». D'ailleurs, l'empereur ne dissimule pas beaucoup, il n'est point tout à fait indiscret. Ainsi, il ne parle jamais le premier de ses bonnes fortunes, mais si on l'interroge, il répond franchement. L'année dernière, à un bal des Tuileries, je le voyais soucieux et je lui en demandais la cause. J'ai fort mal à la tête, me dit-il. Et de plus, je suis poursuivi par 3 femmes. Comment, lui répondis-je, pouvez-vous vous donner ce tracas? 3 femmes, c'est une folie. J'ai, voyez-vous, reprit l'empereur, la blonde du rez-de-chaussée, dont je cherche à me défaire, madame de la Bédoyère. J'ai ensuite la dame du premier, la comtesse Castiglione, qui est sans doute fort belle, mais elle est insignifiante et insipide, elle m'assomme. J'ai encore la blonde du second, madame Velesca, qui celle-là est en chasse de moi et me poursuit. Mais l'impératrice, objectai-je. L'impératrice, me dit l'empereur, je lui ai été fidèle pendant les 6 premiers mois de notre union, mais j'ai besoin de petites distractions et je reviens toujours à elle avec plaisir. L'on constate que ces jolies femmes indépendantes, nées dans la haute société, perdirent leur valeur et devinrent avec joie des demi-mondaines.
Ces grandes horizontales qui participèrent à la fête impériale commencèrent la Troisième République déjà fanée, et elles furent vite remplacées par les grandes cocottes que l'on retrouve jusqu'à la Première Guerre mondiale. Elles symbolisaient l'arrivisme, car quelle que soit leur fin, elles eurent toutes, à un moment, hôtel, équipage, symbole du capitalisme, mais de façon contradictoire, elles ont participé aussi à la libération de la femme. Ces femmes assumèrent toujours leur choix. Jamais elles ne crièrent au viol, car c'est elles qui choisissaient. Elles furent les ancêtres des féministes de 1975 qui réclamèrent la liberté de leur corps, la